Bien, bonsoir à tous. Je vois qu'il est 18h04 et que nous sommes 30 réunis. D'autres arrivant un peu tardifs vont nous rejoindre, mais néanmoins par respect de votre ponctualité, je suis ravi de vous accueillir au nom de XMP Entrepreneurs pour notre quatrième soirée générale de cette année scolaire. Et d'ores et déjà, je vous remercie pour votre présence à nos côtés. Cette réunion est animée par notre club des créateurs et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que XMP Entrepreneurs est une association qui émane des associations des anciens de l'X, des mines, des ponts. Et donc à ce titre, XMP Entrepreneurs accueille en premier lieu tous les anciens élèves de ces écoles-là et par extension, tous ceux qui, de près ou de loin, se disent concernés par l'entrepreneuriat. Toujours au titre de ces rappels, je me permets de vous rappeler qu'au sein de notre association, vous allez trouver trois activités différentes. Un club des créateurs, donc au service de ceux qui veulent créer, un club des repreneurs, au service de ceux qui veulent reprendre une entreprise, et enfin un club des développeurs, au service de tous ceux qui veulent développer l'entreprise qu'ils ont créée ou reprise. Pour vous permettre de nous mémoriser nos visages, en général on le fait en se levant dans la salle qui nous réunit tous, et donc pas seulement le mien. Moi je suis Frédéric Rupli et j'anime l'association, je la fais vivre avec l'ensemble des animateurs ici présents. Je vais simplement inviter rapidement les animateurs des différents clubs à se signaler devant vous en disant bonjour à l'Assemblée, un peu comme nous le faisions donc, physiquement. Et donc, les animateurs du club des repreneurs, ici présents, sont, et je vous propose de dire simplement bonjour à votre tour, Antoine Borelli. Voilà, donc bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, une bonne réunion. Voilà, Michel Dangui, s'il est là. Michel, je t'ai vu pourtant. Il est en mute. Il est en mute, Michel. Il faut reprendre le micro, désactiver son mute le temps de… Bonjour à tous. Voilà. Voilà pour Michel. Philippe Princesse, il est là. Je ne sais pas s'il est là, Philippe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà. Et Michel Fayet. Bonsoir. Voilà, ce sont donc nos 4 animateurs du club des repreneurs. Le club des développeurs, je ne sais pas s'ils sont là ce soir. Claude Chabrol, es-tu là, Claude? Je n'ai pas regardé. Peut-être pas. Philippe Roche, es-tu présent, Philippe? Je n'ai pas vu. Et le club des créateurs, puisque c'est lui qui anime cette soirée ce soir. À nouveau Philippe Roche, mais il ne nous a pas encore rejoint. Et Didier Launay. Didier, es-tu là? Bonjour à tous. Voilà. Donc, vous avez eu ainsi un aperçu de l'ensemble des animateurs de XMP Entrepreneurs. Toujours au titre de la brève introduction et présentation de nos activités, comme chaque année, en tout cas cette année, nous aurons 6 soirées thématiques propres à XMP Entrepreneurs, c'est-à-dire 2 soirées consacrées à la reprise d'entreprise, 2 soirées consacrées à la création d'entreprise, et c'est le cas ce soir, et 2 soirées consacrées au développement de l'entreprise. Et puis, nous participons aussi à quelques soirées en partenariat avec d'autres grandes écoles. Je pense notamment des écoles qui se réunissent au sein de G2E, que ce sont nos amis de Centrale Supélec Repreneurs, et nous avons fait déjà des événements avec eux, ou d'autres écoles. XMP Entrepreneurs, outre des soirées générales, propose aussi des formations, de l'accompagnement individuel ou en groupe ou en coaching, des rendez-vous individuels de simple prise de contact pour débroussailler un peu tout ce qui est devant le futur entrepreneur et qui souhaite être accompagné dans ce premier travail de débroussaillage. Quelques mots maintenant sur les modalités techniques de notre visioconférence de ce soir. D'abord, je place autant que possible chacun d'entre vous sur muet, en vous remerciant par avance de rester sur muet tant que vous ne prenez pas la parole. Cela permet de ne pas être perturbé par les bruits de fond. Deuxièmement, je vous conduis du coup à la recommandation suivante. Lorsque vous souhaitez poser des questions, et de grâce, posez vos questions au fur et à mesure de la soirée,
si vous voulez bien, les poser par l'outil conversationnel grâce à la touche Converser ou Chat pour ceux qui ont la version anglaise que vous trouvez en bas, dans le menu du bas, et en utilisant la possibilité de poser des questions à toute la salle. Ça permet à nos intervenants de se saisir de ces questions et ça nous permet à Didier Launay et moi-même de saisir les questions au vol pour les guider vers l'intervenant pour le cas où il serait pris dans le feu de l'action. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions immédiatement. Troisième point de logistique, nous enregistrons nos réunions et donc la réunion présente est déjà en cours d'enregistrement. Cela nous permet de poster les vidéos de nos soirées générales sur notre petite chaîne YouTube XMP Entrepreneur à laquelle vous pouvez accéder directement à partir de notre site. Voilà, j'en ai fini pour le propos introductif. Nous accueillons ce soir deux témoins, c'est Didier Launay qui les accueille et à qui je passe immédiatement la parole. Bonjour à tous. Donc, non, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, vous m'entendez? Oui, ça passe. Parfait. Donc, juste deux petits mots d'introduction. Aujourd'hui, nous allons parler des Startup Studios et nous accueillons pour cela Jean Torbet, qui est un ingénieur civil des mines. Je le mentionne parce que nous avons pas mal de nos amis mineurs qui se connectent et l'Intermine nous aide beaucoup aussi pour l'organisation de nos réunions. La réunion va s'organiser en deux parties. La première partie va être animée donc par Jean Torbet sur ces questions de création du studio. Il nous donnera son point de vue de créateur. Et puis de ce que c'est qu'un studio et pourquoi il a créé un studio, etc. Et puis il passera la parole après à des sociétés qu'il développe dans le cadre de ce studio. Et ce sera un jeune entrepreneur, Charles Dana, qui est un HEC, qui nous en parlera. Donc je laisse maintenant la parole à Jean. Jean, c'est à toi. Merci Didier. Tout le monde m'entend là? Ça marche Oui, très pour bien. moi? Super. Bon, bonjour à tous. Merci à XMP Entrepreneur de nous recevoir pour présenter le modèle de Startup Studio. Alors, je vais faire un partage d'écran pour montrer quelques slides de présentation qui vont accompagner mon discours. Normalement, vous devez voir mes slides sur vos écrans. Alors, peut-être l'outil Converser. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer directement sur Converser et je les recevrai automatiquement. Voilà, bon, alors, on a un agenda en 3 parties. C'est ce qui nous a été proposé par XMP. De présenter d'abord mon parcours de fondateur. Donc, il paraît que c'est intéressant de savoir ce qu'a fait le fondateur pour mieux comprendre le projet. Et ensuite, le projet LFA, qu'est-ce que c'est qu'un Startup Studio? Pourquoi on a créé un Startup Studio et quel est l'objectif de ce modèle. Et enfin, on va présenter une des startups nées chez LFA qui s'appelle ESG Révolution et c'est Charles Dana qui va prendre la parole à ce moment-là. Alors, j'ai fait un petit parcours avec des photos pour montrer mon parcours personnel. Donc ça, c'est la première partie de ma présentation. Donc peut-être que certains l'auront reconnu, c'est Beyrouth. Et donc, c'est une ville où j'ai vécu jusqu'au bac. Donc, le Liban a la particularité d'avoir plein de confessions et plein d'origines philosophiques différentes. Donc, c'est là où j'ai été bercé. Et rapidement, j'ai été amené à être introduit à 2 choses dans le collège où j'étais, qui s'appelait le collège Mariste Chanville. C'était les sciences en général, et en particulier les mathématiques qui intéressent beaucoup au Liban.
Et donc, rapidement, au début du collège, on a été introduit à l'informatique. Ça arrive maintenant en France, donc on a des startups qui font ça, mais chez nous, c'était vraiment très tôt. Donc, j'ai commencé à faire de la programmation à ce moment-là, il y a une vingtaine d'années, et à faire mes premiers logiciels sur Visual Basic. Puis en parallèle de ça, plus personnellement, je me suis dédié beaucoup à la musique et au piano. Donc j'avais un prof de jazz qui était, lui, d'origine arménienne, qui a plein d'origines, qui se regroupe au Liban. Et lui m'a introduit à l'improvisation. Donc c'est comme ça que j'avais quelques petites briques de ce que j'ai développé plus tard. Donc les sciences en général, puis l'informatique et la musique. Donc après le bac, je suis allé à Paris pour faire le parcours prépa, puis l'école des mines, où je me suis concentré sur l'entrepreneuriat cette fois, puisque l'informatique se développait dans un écosystème qui a démarré aux États-Unis de start-up, et les start-up qui apportent l'innovation. Donc c'est ça qui m'a attiré. Donc, il y avait une majeure entrepreneuriat et création. Je me suis saisi de cette opportunité et commencé à créer mes premiers projets en groupe. Et puis, ce qui a été aussi marquant dans mon parcours à ce moment-là, c'est l'évolution, disons, de mon parcours philosophique, où j'ai rencontré des confessions que je ne connaissais pas avant. Et je me suis pris d'amitié avec le bouddhisme. Donc là, c'est très personnel, mais finalement, ça a participé de mon évolution professionnelle par la suite. Donc, je suis allé à Buenos Aires pour faire une année d'échange. Donc, j'ai fait le master industriel à l'université de Buenos Aires, où j'ai appris beaucoup de choses, en particulier dans un pays qui a été remis plusieurs fois de différentes crises économiques. C'était comment vivre et survivre à une hyperinflation qui était encore galopante au moment où j'y étais et qui l'est toujours. Donc, comment continuer à innover et à créer des entreprises alors que cette inflation rend les bases très complexes pour avoir une méfiance des investisseurs étrangers. Donc, il y avait très peu d'investisseurs qui rentraient dans l'économie argentine. Et donc, ce qui créait une fuite des cerveaux. Et donc, cette ambiance en Argentine a été primordiale dans mon apprentissage personnel. Ensuite, je suis allé à Londres pour faire une année de césure. J'ai été dans une entreprise qui s'appelle Subsea 7 et j'ai fait deux choses dans cette entreprise. D'abord, c'était du... Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, excusez-moi 2 minutes. Ça va ? Tout va bien. Donc, j'étais sur Londres et donc c'était le siège social qui est à Londres. Et donc, j'ai découvert que la gouvernance de l'entreprise était importante chez Subsea 7. Donc, il y avait 2 éléments de cette gouvernance qui comptaient beaucoup. Le premier élément, c'était le département d'audit interne qui gérait l'application de compliance au sein du groupe. Et l'autre, c'était le compliance dans les taxes. Donc, je fais partie de ces deux départements. Et en audit interne, j'ai voyagé dans plusieurs départements de l'entreprise. Et donc, c'est là que j'ai découvert que le conseil et les conseils externes avaient leur importance. Et donc, après ça, je suis allé chez PwC. J'ai travaillé pour des institutions européennes. Donc là, c'est Bruxelles. Donc, j'avais 2 grands clients parce que je me suis spécialisé. Alors, j'ai travaillé pour Booz & Company qui a rejoint le cabinet PwC après un rachat. Donc, je me suis spécialisé dans l'économie et sur le secteur du spatial. Comme je suis ingénieur,
Donc, j'ai travaillé pour deux grands clients, la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne. Pour la Commission européenne, c'est des études économiques pour expliquer la retombée économique de l'investissement dans le spatial. Et pour l'Agence spatiale européenne, c'était plus globalement dans l'entreprise, faire une restructuration des fixed assets. Donc, après ça, j'ai voulu comprendre un peu plus l'entrepreneuriat, et ça, c'est la dernière brique de mon parcours à Tokyo. Donc, j'ai commencé à... Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai commencé à m'intéresser aux startups au bout de 3-4 ans chez PwC pour savoir ce qui se passait dans ce monde qui levait beaucoup d'argent et où il y avait quelques startups qui commençaient à sortir. Et même dans les cabinets de conseil, s'intéressaient de plus en plus aux startups et offraient des services qui coûtaient très cher aux entreprises, mais qui étaient gratuits pour les startups petites et grandes. Donc, je me suis posé la question et je me suis dit, il faut que je comprenne un petit peu plus. Et comme on en avait peu autour de nous et que c'était même assez rare d'avoir la chance de travailler avec des startups, je l'ai fait tout seul à côté de mon expérience chez PwC. J'ai accompagné des startups à lever des fonds. C'est comme ça que j'ai rencontré un investisseur en startup japonais qui est à la tête d'un groupe qui s'appelle TKB Corporation et que j'ai rencontré en France. Il est propriétaire d'un domaine à Chailly-sur-Ormançon avec un château et un golf. Donc c'est là que la relation a commencé avec le Japon. Donc, je suis allé au Japon et j'ai travaillé pour lui pendant 3 ans, de 2016 à 2019, avant de revenir en France. Donc, je termine avec cette petite phrase pour faire la transition avec la suite sur ce que c'est que LFA, qu'on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. En fait, au départ, je ne savais pas où j'allais, donc je suis allé jusqu'à Tokyo. Puis finalement, je suis revenu quand j'ai commencé à savoir un petit peu plus où j'allais. Et l'expérience du Japon a été la plus marquante dans mon expérience personnelle, puisque c'est celle qui m'a amené à créer mon entreprise et à essayer de chercher moi-même personnellement ce que j'avais envie de créer, plutôt que de créer pour créer. Voilà, c'était ça l'idée. Donc, c'est comme ça qu'est arrivé le projet LFA. LFA, un startup studio, en résumé, c'est une entreprise qui crée des entreprises. Donc, le modèle de startup studio, il y a un gros souci avec des clés chez nous, en fait. Alors, le modèle de Startup Studio, il date de quelques années déjà, mais il a pour but, très simplement, de dérisquer l'amorçage, puisque l'amorçage, c'est la première partie, le tout début de la startup. Grâce au modèle Startup Studio, on passe plus rapidement cette phase d'amorçage qui est financée dès le début. Alors, les fondateurs de LFA, on est 3, et elles sont présentes avec moi, Catherine Diemer et Raphaël Bézina. Elles pourront peut-être se présenter. Je ne sais pas si elles ont l'occasion de dire un petit bonjour. Bonjour à tous, Raphaël. Vous m'entendez? Et Catherine qui est Bonjour, aussi... oui, je suis là, bien sûr, voilà. Avec vous. Alors, je ne sais pas si vous voulez vous présenter. Non, mais peut-être que je n'ai pas le droit de faire ça. Alors, je vous présente rapidement. Catherine, ça fait 10 ans qu'elle accompagne les entrepreneurs et réalise leur grande solitude et la difficulté de créer une startup, de passer du 0 à 1, de commencer en fait un projet. Donc, c'est pour cela qu'elle a rejoint le projet LFA pour s'occuper de la partie la plus difficile du Startup Studio, c'est le recrutement. Et Raphaël a travaillé chez PwC en M&A et donc a rejoint le Startup Studio en tant que fondatrice pour diriger le Lab. Et le Lab, c'est la partie du Startup Studio qui se rapproche du fonds d'investissement où on va prendre des participations minoritaires dans des startups et leur appliquer notre méthodologie.
Donc, on s'est entouré. On a aujourd'hui plusieurs partenaires, dont les 4 que je présente. XMP, au travers de Didier Lenné, qui a rejoint notre comité d'orientation stratégique. L'école polytechnique, où une de nos startups a rejoint l'incubateur, et le réseau de l'école qui nous accompagne. Télécom Paris, à travers son projet Fil Rouge et le Master Big Data qui nous aide dans une startup, et le SIEA avec un projet qui s'appelle Cap Projet avec des étudiants qui nous accompagnent dans leur spécialité Data et Cloud. Et à côté de ça, on a des Business Angels. Il y en a 6 en tout, dont 3 qui se démarquent par leur accompagnement plus important. Monsieur Sata, qui est le propriétaire du groupe japonais TKB Corporation, où j'ai travaillé au Japon et qui a investi chez LFA. Philippe Danilov, qui était mon client de l'Agence spatiale européenne, qui a aussi investi. Et Guillaume Delacelle, qui nous accompagne aujourd'hui sur les levées de fonds, qui est aussi investisseur. Donc maintenant, pour rentrer dans le détail rapidement du business model, et si vous avez des questions, alors je crois que vous pouvez les poser en parallèle dans le conversé. C'est maintenant que vous pourrez peut-être demander à propos du business model de LFA. Donc là, c'est le modèle général du Startup Studio. C'est une société qui fabrique des startups et qui a pour but de les vendre. Donc, la fabrication, c'est création de startups dès leur phase d'idéation. Ça veut dire dès le moment où on commence à avoir l'idée de cette startup pour arriver à la fin. Donc, c'est une usine qui fabrique pour vendre. Donc, on vend les participations de LFA dans ces startups. Alors, LFA, en tant que startup studio, est structuré comme une holding financière, c'est-à-dire une société qui va détenir les parts des sociétés créées. Donc, ces startups, quand elles sont créées, elles sont détenues à 100% par la holding de LFA. Et petit à petit, les fondateurs qui vont arriver sur les startups, et ça, c'est un des 3 métiers que je vais présenter, un des 3 métiers du Startup Studio, c'est le recrutement des fondateurs. Donc, c'est la partie la plus difficile. Et une fois que ces fondateurs sont recrutés sur les startups, ils vont prendre des participations de sa startup. Donc, c'est LFA qui cède ses participations dans les startups aux cofondateurs qui arrivent. Je répondrai juste après à cette question qui est très intéressante. Est-ce qu'il a fait ses preuves? Et oui, et c'est pour ça qu'on a des données sur les startup studios. Donc, l'objectif de LFA, c'est de céder les participations des startups à horizon 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est à ce moment-là qu'on a le maximum d'intérêt, nous, à accompagner les startups, puisque le Startup Studio se focalise sur une partie de l'accompagnement de la startup. Ce n'est pas simplement un accompagnement, on est cofondateur en fait. On dit que le Startup Studio, c'est un fondateur. Alors, ROI à 7 ans, on dit x5, c'est un minimum dans ce qu'on observe dans les startups. Alors, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés par le modèle Startup Studio, à regarder l'étude de Sparkling Partners, l'essor des Startup Studios, qui explique tous ces chiffres en détail et qui montre sur 20 ans d'existence des startup studios, leur réussite à aujourd'hui. Et on obtient x5, c'est-à-dire que le rapport entre ce qui sort du startup studio en termes d'argent et ce qui a été rentré en financement est de x5 à horizon de 7 ans. Donc, ça atteint les meilleurs fonds d'amorçage. Ça veut dire que c'est un fonds d'amorçage particulier puisqu'il est fondateur et qu'il accompagne très proche les premières startups. Comment ça fonctionne? Alors, le Startup Studio, on dit des risques l'amorçage pour 2 raisons. Il apporte des ressources humaines et financières dès le début, dès l'idée. Et les ressources humaines, c'est la partie recrutement. La deuxième, c'est qu'il apporte des fonds. Donc ça, c'est les trois métiers du Startup Studio que je présentais avant. C'est de recruter les bonnes personnes, ensuite de lever des fonds une fois qu'on a ces bonnes personnes qui travaillent sur la bonne idée. Alors souvent, ce n'est pas une bonne idée, c'est plutôt l'équipe qui attire les investissements. Donc l'équipe, ensuite les fonds et l'application de la méthodologie du Startup Studio, c'est-à-dire merci pour le document. La méthodologie, c'est une méthodologie stricte, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne sur la création des startups sur les 20 ou 30 ans qu'on a d'expérience sur le modèle startup. Et je vais l'expliquer juste après quelle est cette méthodologie. Mais il y a certaines phases qu'il ne faut pas louper. Le recrutement,
Ensuite, l'étude de marché, l'étude de la concurrence, et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à créer le produit. Alors, le taux d'exit, ce qu'on regarde sur le Startup Studio pour savoir si nous, on a bien travaillé, c'est quel est le taux d'exit. Ça veut dire, est-ce que nos participations vont être achetées par des gens après, à horizon 3-4 ans. Nous, une fois qu'on aura investi sur des startups, il faut que ces participations, ces parts, ces actions de ces startups soient rachetées. C'est ce qu'on appelle l'exit. Et donc, on va chercher des acheteurs. Puisqu'il n'y a pas de marché évident à la sortie de l'amorçage. L'amorçage, c'est les 3 premières années, généralement. Les startups n'ont pas destination à 3 ans à être mises sur le marché, c'est-à-dire à devenir cotées. Donc, elles doivent être achetées soit par d'autres fonds qui vont racheter l'ensemble, soit par des entreprises qui sont prêtes à développer les startups pour leur phase de scaling. C'est-à-dire, au moment où elles passent à la phase de scale-up, elles sont reprises par d'autres acteurs que les startup studios. Alors, la question par rapport aux requêtes Internet, je réponds juste après, vous allez voir. Donc, quel est le taux d'exit? On peut aussi comparer le taux d'exit au taux de ratage des startups. Donc, on dit qu'il y a 90 à 97% des startups qui font faillite à horizon 5 ans. Au Startup Studio, on descend à 65%, donc 35% d'exit, ce qui est un très bon chiffre. Dans les accélérateurs, on atteint 20%. Et les accélérateurs, c'est une phase plus avancée des startups, alors qu'ici, on est sur l'amorçage. Là, je réponds à la question de requête Internet. L'essor des Startup Studio sont commencés à exister en 90, avec BetaWorks aux États-Unis. Puis, plus de 15 ans plus tard, il y a eu 2 autres startup studios qui ont commencé à exister. Et c'est là où Rocket Internet est né, en 2007. Et puis, l'essor est arrivé après. En 2011, eFounders. Puis aujourd'hui, il y en a plus de 250, dont une bonne dizaine en France qui commencent à être gros. Donc là, je nous compare à 2 rivales européennes, puisque notre marché le plus proche, c'est le marché européen. On ne se compare pas encore au marché outre-Atlantique, qui est différent. Donc, Rocket Internet a été fondé en 2007. Aujourd'hui, ils ont plus de 200 startups et une valorisation cumulée de l'ensemble de leurs startups à 30 milliards d'euros. Et eFounders, plus récent, notre rival français, qui a créé 27 startups à une valorisation cumulée d'1,5 milliard d'euros. Voilà la question sur Rocket Internet, qui est un startup studio. Alors, chacun de ces startup studios a sa propre stratégie. Donc, pour se différencier des autres, certains disent, comme Rocket Internet, qu'ils font du copycat, c'est-à-dire qu'ils cherchent des startups qui font quelque chose qui réussit aux États-Unis, en Inde, en Chine, et ils vont le copier dans le marché européen. Ça a bien marché. Et eFounders, qui a une stratégie de faire du SaaS en B2B. Donc, toutes les startups SaaS B2B, ils recrutent beaucoup de développeurs et ils créent des startups. Alors, très bonne question, ça. Les idées et les pourcentages. Alors, je réponds à la question de l'idée juste après, le pourcentage un peu plus tard. C'est une question stratégique. Je ne sais pas si je vais révéler ces secrets parce que c'est aussi stratégique que les salaires, les rémunérations des fondateurs. Mais je peux donner une idée au moins de ce qu'attend, du marché aujourd'hui, de ces parts. Alors, pour LFA Startup Studio, on a 8 mois d'existence, on a levé 180 000 euros en amorçage auprès de Friends and Family, donc les business angels que vous avez vus. On a créé 4 startups et on a connu un no-go sur la startup Unities. Donc, on a pu appliquer notre process dont on avait peur, qui était assez complexe, puisque le no-go fait partie du modèle Startup Studio, c'est-à-dire réussir à faire sortir un projet dont on voit rapidement qu'il ne va pas aboutir ou qui ne va pas atteindre l'exit souhaité. Donc, notre objectif en tant que Startup Studio, c'est de faire un exit de startup par an. Donc, on l'atteindra à un horizon de 4 à 5 ans. Et la croissance en réseau de Startup Studio
ce modèle de croissance en réseau est fait de manière à garder une taille restreinte du Startup Studio avec des équipes qui ne dépassent pas 5 startups pour qu'il puisse y avoir des échanges. Alors, la différence entre le Startup Studio et l'incubateur, c'est que les échanges sont réels puisque l'équipe appartient toujours au même groupe, alors que dans un incubateur, les startups sont toutes indépendantes. Donc, les échanges sont aussi relativement différents. Comme les entrepreneurs dans le Startup Studio sont dans la même société, dans le même groupe, ils ont signé les mêmes contrats de confidentialité, donc peuvent s'échanger des informations confidentielles et peuvent travailler entre eux pour comparer aussi les évolutions des startups, même dans différents secteurs. Alors, il y a deux structures aujourd'hui qui se développent, c'est les Corporate Startup Studios et les Startup Studios spécialistes. Les Corporate Startup Studios, ils sont créés. Alors, c'est des startup studios qui vont voir des grandes entreprises et leur proposent de créer leur département R&D en attirant des entrepreneurs. Alors, il y a deux objectifs à ces corporate startup studios. Vous les voyez ici. Le premier, c'est innover, puisque les départements R&D aujourd'hui le font de moins en moins facilement. Et à cause du deuxième point, que les départements R&D attirent de moins en moins les bons profils. Donc, pour attirer ces profils, il faut créer des corporate startup studios accolés à l'entreprise. Donc, comment ça fonctionne? Le startup studio va apporter sa méthodologie pour développer le corporate startup studio et le groupe va financer ce corporate startup studio. Donc, a priori, c'est une joint venture partagée entre les deux structures. Et le corporate startup studio va faire sa phase d'idéation et de recrutement pour attirer des profils. La grande différence entre le département R&D du grand groupe et le modèle de corporate startup studio, c'est que les fondateurs là-dedans sont indépendants et créent leur propre startup et peuvent in fine aller garder leur participation ou rentrer dans le grand groupe si c'est la stratégie du groupe. Mais l'avantage pour le groupe, c'est que le savoir-faire peut être intégré. Donc, notre méthodologie et comment on fait la phase d'idéation, d'où viennent les idées, de deux endroits, le lab et l'académie, qui sont des structures en interne, et le conseil consultatif, qui est un groupe de 25 experts métiers et secteurs qui travaillent avec nous et qui sont nos conseillers personnels très proches et qui nous aident à comprendre ce qui se passe autour de l'FA. Donc, d'avoir les yeux ouverts vers l'extérieur. On dit qu'une idée, c'est un problème plus une solution plus une équipe. Donc, on commence par essayer de trouver une problématique actuelle et en croissance, donc un marché en croissance. Puis une solution à impact positif, c'est notre élément, un de nos éléments différenciants, et une équipe. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail d'où viennent les idées, parce que c'est pas aussi simple. Donc, les deux structures du lab et de l'académie sont là pour nous sourcer les idées. Le lab, comme je l'expliquais, c'est notre fonds d'amorçage interne, c'est-à-dire qu'on va prendre des participations minoritaires dans des startups extérieures, et ce qui nous permet d'avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe dans des startups qui n'ont pas été créées par nous. Et l'académie, c'est plutôt appliquer notre méthodologie pour ceux qui veulent bien l'acheter et la payer donc sous forme de formation. On va délivrer des formations sous forme de bootcamp de 2 semaines à des entrepreneurs. Et au bout de ces 2 semaines, les entrepreneurs qui auront été mis en équipe de 2 pourront rejoindre le Startup Studio pour développer leur projet. Donc, ils sont en équipe de 15 dans l'académie sur ces bootcamps. Enfin, une fois que l'idée a été trouvée, l'équipe consiste au départ en un CEO et un CTO. Donc, on commence soit par le CEO, soit par le CTO en fonction du projet. Et dans le modèle Startup Studio, ces 2 fondateurs sont rémunérés en salaire et en part de fondateurs de leur startup. Donc, la question du pourcentage arrive. Comment sont rémunérés les CEO et les CTO? Alors, il y a un marché pour ça. En fonction de l'expérience et en fonction de l'expérience en général dans les startups précédentes. Et ce n'est pas forcément la très grande expérience qui fait que le nombre de parts va augmenter, mais ça peut jouer plutôt sur la rémunération. Le nombre de parts, c'est plutôt sur la durée où le fondateur va rester. Alors, le marché bouge beaucoup, mais pour un CEO en Startup Studio, ça va de 0, parce que ça peut être 0 au départ, à 25%.
Et pour le CTO, c'est à peu près pareil. Donc, c'est une négociation à avoir avec chacun des deux et en fonction des profils qu'on veut avoir dans le Startup Studio. Donc, je termine rapidement sur le calendrier d'amorçage. Alors, c'est le calendrier qui correspond quasiment à tous les startup studios, c'est-à-dire à l'amorçage sur 3 ans. La phase d'amorçage LFA, ça veut dire c'est les fonds qui vont commencer à être versés, à être dépensés pour faire l'étude de marché, l'étude de concurrence et la prospection. Et on fait un premier go-no-go du comité d'orientation stratégique pour déterminer si le projet est intéressant ou pas. Alors ça, disons que c'est la théorie. Après, on l'applique selon les fondateurs. L'amorçage d'LFA, alors c'est un montant qui va jusqu'à 30 à 50 000 euros pour faire cette première partie qui dure 6 mois. Et ensuite, le pré-seed, c'est un montant plus élevé, jusqu'à 200 000 euros, pour créer le prototype. Et ensuite arrive le seed, c'est-à-dire une levée plus importante, jusqu'à 1 million d'euros, où LFA va accompagner jusqu'à sa sortie, en général à la série A, au bout d'1 an et demi après le seed, 1 an et demi à 2 ans après le seed. Ah oui, alors j'ai 2 questions qui sont très intéressantes. Qui paye les salaires au début? Alors quand la startup ne gagne rien, c'est le Startup Studio qui paye. Et c'est pour ça que le Startup Studio est une structure intéressante pour les entrepreneurs qui veulent aussi dérisquer leur propre entrepreneuriat. Est-ce qu'on travaille avec Vinci? Alors non, mais on aimerait bien être présenté. Si vous avez des contacts chez Vinci, on veut bien. On est en train de discuter avec Sanofi. Des startups dans le BTP, alors on n'en a pas encore. On a des startups, ce que je vais présenter juste après, FinTech, EdTech et FoodTech. Puis quel marché? Alors bien sûr, oui. Pour répondre à cette question, d'abord les services Internet en priorité par rapport aux produits physiques, mais on n'est pas fermé. C'est pour ça que vous verrez qu'on a des types de startups qui sont très différents, mais ça va dépendre principalement de notre appétence à développer le projet. Donc il faut avoir une bonne idée, mais surtout trouver les bonnes personnes pour aller dessus. Alors, nos startups. Jerrycode, c'est une EdTech. Ah oui, il ne faut pas envoyer des questions en aparté. Je crois qu'il y a des questions qui ont été envoyées qu'à moi. Oui. Alors, pour commencer, Jerrycode. Et là, vous pourrez regarder en détail, parce que je ne vais pas trop présenter, vu que je crois que je dépasse un petit peu. Alors, l'idée, c'est que le temps avec les questions soit de l'ordre de 30 minutes. J'y suis à peu près, j'ai presque terminé. La EdTech, c'est de la programmation aux enfants par le no-code. Et le no-code, c'est une nouvelle méthode de programmation où on commence à programmer par bloc, et ensuite, on apprend petit à petit à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces blocs. Donc, la solution met en relation des professeurs et des élèves avec une méthodologie bien propre. Voilà, vous avez le site en commentaire. ESG Révolution, ça va vous être présenté, donc je ne vais pas détailler. Unities, on a fait un no-go parce que c'était une question de marché et de go-to-market aujourd'hui en pleine crise. C'est une startup B2B. On a essayé d'aller voir les grands groupes pour leur proposer du coaching en visio pour les employés. Et le go-to-market était très difficile pour une raison très simple, c'est que les RH étaient plutôt dans une phase de réduction de l'effectif et donc pas de surinvestissement sur la masse salariale. Et Brightfood Technologies, aujourd'hui, qui se concentre sur l'autre technologie qui s'appelle brightfoodkitchens.com, qui sont des cuisines fantômes partagées. Donc, on crée nos propres cuisines fantômes pour recevoir nos dark kitchen et les marques de dark kitchen. Enfin, nos besoins en résumé. Alors, comme je disais, c'est les 3 choses les plus importantes du Startup Studio. C'est d'abord les entrepreneurs. Donc, si vous connaissez des entrepreneurs, il faut les envoyer chez nous. Des financements. On est toujours en levée de fonds. Alors, actuellement, on est en train de terminer notre levée de fonds en BSAR sur les Business Angels et le réseau, de continuer de nous entourer et d'avoir des partenariats solides comme celui de XMP et d'autres écoles.
Voilà, je vous remercie. J'ai fait ma première partie. Je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires auxquelles je n'ai pas répondu. Mais j'ai essayé de répondre en parallèle. On entend que ça tape sur le clavier. Je sais. Oui, si tu peux juste rappeler quelle est la différence entre ce qui différencie fondamentalement le Startup Studio d'un incubateur. Alors, une très grande différence, c'est que le Startup Studio est une holding et détient 100% des participations à l'amorçage de la startup. Donc, le Startup Studio est un fondateur, alors que l'incubateur accompagne le projet. Et donc, c'est la grande différence entre le dirigeant de l'entreprise et le consultant. C'est que le consultant est extérieur, donc tout ce qu'il va donner sont des conseils, alors que le Startup Studio, ces conseils sont des décisions. Donc, ceux qui ont décidé ou qui ont conseillé connaissent la différence. C'est que quand on conseille, on a moins peur du résultat, et quand on prend la décision, le résultat, c'est le Startup Studio qui le paye. Donc, très grande différence fondamentale entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est décisif et l'autre qui est consultatif. Deuxième différence, c'est que les équipes qui travaillent dans le Startup Studio ont beaucoup plus intérêt à partager et à échanger que dans un incubateur. Alors, l'incubateur a sa force et c'est pour ça qu'on travaille avec des incubateurs. Par exemple, on travaille avec l'incubateur de l'X. Parce qu'il nous apporte les conseils, les mentors dont on a besoin. La force du Startup Studio est différente puisqu'elle a plutôt une force financière. Voilà. Comment se répare? Merci, c'est très clair. Alors, il y a une autre question. Quelle méthode pour le choix absolument critique des entrepreneurs? Ah, mais ça, c'est le secret du recrutement. Je crois qu'il n'y a pas de bonne méthode, sinon il y aurait que des bons recrutements si on la connaissait, cette méthode. Mais disons que c'est le feeling. Alors, il y en a qui réussissent et il y en a qui réussissent pas. Mais on essaye et surtout, on se repose sur l'expérience de Catherine Diemer, qui a une très longue expérience en recrutement et en entrepreneuriat, donc qui connaît s'il y a une fibre entrepreneuriale chez quelqu'un. Alors, je lis les questions parce qu'il y en a plein qui arrivent maintenant. Quelle méthode pour le choix absolument critique? Oui, voilà, ça j'ai répondu. Controverse sur la gestion RH. Quelle est votre vision? Ah oui, alors Rock Internet avait une vision particulière parce que eux souhaitaient, alors c'est peut-être une manière un peu simpliste de voir le recrutement, mais ils recrutaient leurs entrepreneurs que de cabinets de conseil et d'un seul cabinet de conseil de stratégie de McKinsey. Ça avait un avantage qu'ils étaient sûrs qu'il n'y avait quasiment pas de RH à faire puisque le recrutement était quasi automatique. L'autre problème, c'est que ce n'est pas forcément parce qu'on est un bon consultant qu'on est un bon entrepreneur. Donc, il y a eu, oui, il y a toujours des critiques. Nous, on n'a peut-être pas assez d'ancienneté pour avoir eu heureusement, des burn-out de fondateurs. Jusque-là, ça va bien encore. Charles vous le dira. Le capital des startups. Alors, pour l'instant, on détient, alors, pas toujours 100% parce que les incubateurs qui nous accompagnent prennent une participation, mais la grande majorité. Et c'est ensuite qu'on cède une partie aux fondateurs. Mais les startups qui ne sont pas encore créées restent comme des business units de la holding. Si le studio est minoritaire, alors oui, c'est pour ça qu'on l'a appelé le lab, parce que l'objectif, c'était d'appliquer la méthodologie du Startup Studio tout en étant un cofondateur minoritaire. Alors voilà la grande différence justement entre la partie studio et la partie lab, qui ressemble plus à un fonds d'investissement ou un incubateur. C'est qu'il y a un côté où on est cofondateur majoritaire, on est fondateur et on apporte l'idée. Et de l'autre côté, on est cofondateur minoritaire où on va être conseiller et on va accompagner les fondateurs qui sont dans la startup.
Alors, merci pour le lien vers Vinci, avec plaisir. Bah, Philippe, je veux bien qu'on discute après, si possible. Alors, bien sûr, ah oui, bonne question. Pour le porteur de projet, alors, on fait un pacte d'associés qui est essentiel pour rentrer dans une startup, dans un startup studio. Je pense d'ailleurs dans toutes les startups, il faut qu'il y ait un pacte d'associés, ce qui définit l'entrée et la sortie du fondateur. Donc, les conditions habituelles sont d'être investi pendant 4 ans et d'avoir un vesting sur cette durée. C'est-à-dire que les parts du fondateur vont être proratisées au temps passé. Lorsque le fondateur quitte pour une raison ou une autre la startup avant le vesting de 4 ans, il doit reprendre ses participations, il doit tout revendre. Quand il reste au bout de 4 ans, il est cette fois définitivement propriétaire de ses parts. Donc ça, c'est les conditions de vesting. De good et bad leaver, c'est-à-dire comment le fondateur va quitter la startup avant cette période de vesting de 4 ans. Et puis, il y a 2 conditions qui sont aussi... Alors, il y a plein de conditions qui sont importantes dans le pacte, mais les 2 autres qui sont importantes pour le Startup Studio, c'est les drag along, plutôt le drag along que le tag along, mais les 2 vont être là pour protéger le Startup Studio, le drag along en particulier, pour contraindre les actionnaires minoritaires de vendre leur participation quand il y a un acheteur qui est prêt à racheter le majoritaire. Alors, dernière question, je ne sais pas si je peux encore répondre. Oui, vas-y. Ok, dernière question de Jean-Charles Brunet. Le porteur devient pleinement salarié ou associé au Startup Studio? Alors non, il n'est pas salarié et il n'est pas salarié du Startup Studio. Il va être associé de la startup où il va être fondateur. Donc c'est un statut d'associé. Alors, j'avais juste une question qui peut-être est liée à ta réflexion pour créer le Startup Studio. C'est pourquoi tu as pris la direction Startup Studio plutôt que de créer un fonds d'investissement plus classique? C'était un fonds d'investissement au départ qui est devenu un Startup Studio parce qu'on nous a dit que ça s'appelait Startup Studio. Alors qu'au départ, on l'avait appelé Fonds mutuel d'amorçage. On l'avait juste appelé LFA, puisque c'est l'activité d'un fonds d'investissement, en quelque sorte. Sauf que ce n'était pas un fonds qui détenait des participations minoritaires, mais majoritaires, et qui apportait l'idée. Puis on a découvert que ce modèle s'appelle Startup Studio. C'est comme ça qu'on l'a appelé Startup Studio. Voilà l'histoire. Mais il n'y a pas de grande différence, en réalité. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question, peut-être pas. Mais on peut développer là-dessus. Il y avait juste une question qui était pourquoi LFA? Qu'est-ce que ça veut dire LFA? Ah, le fonds d'amorçage. Super. C'est secret. Parfait. Il y a d'autres questions? Bon, on pourra toujours revenir sur le sujet. Peut-être peux-tu introduire Charles, Dana, et lui passer la parole pour nous présenter une de tes startups. Très bien. Bah, Charles, je laisserai Charles présenter ESG Révolution. Donc, ESG Révolution est notre première startup née chez LFA, puisque le projet est le plus proche de notre philosophie, qui est d'apporter notre pierre à l'édifice et de créer des projets à impact. Donc, c'est un projet qui cumule 2 particularités. C'est que c'est un projet à impact éthique et c'est une fintech. Donc, on fait de la finance éthique. Donc, je laisse Charles en dire un peu plus sur cette startup. Merci, Charles. Jean. Oui, je vais peut-être partager mon écran parce que moi aussi, j'ai préparé mes petites slides pour l'occasion. Hop. Alors, est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Oui, parfait. De notre côté, on voit très bien. Masquer le volet vidéo. Masquer les commandes flottantes de réunion. Voilà. Alors,
Tout d'abord, avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, je voulais revenir sur cette image qui est en fait une photo que j'ai prise lors de mon voyage au Japon en juillet 2019. Et en fait, c'est un lever du soleil en haut du mont Fuji. Et ce qui est rigolo, quand on prend le temps de marcher toute la nuit pour arriver le matin en haut du mont Fuji, c'est qu'en fait, on se rend compte que le soleil, il ne se lève pas à l'horizon, mais il se lève au milieu de la mer de nuages. Et ça, c'était véritablement un très beau moment. Et en fait, si je reviens à la jeunesse de ce moment, c'est un ami que j'ai rencontré lorsque j'ai fait ma piscine à l'école 42, que j'avais vu 3-4 fois et qui m'a dit bah, écoute, Charles, moi je vais partir au Japon 3 semaines avec mon sac à dos tout seul. Et j'avais pas grand-chose de prévu cet été-là. Je me suis dit pourquoi ne pas le suivre. Et du coup, sur un coup de tête, une semaine après, comme ça, on est parti au Japon pendant un mois ensemble. Et ça m'a permis de vivre ce moment. Et au-delà de l'aventure, pour moi, cette image, c'est un petit peu l'entrepreneuriat et les joies que peut apporter finalement ces expériences où on prend un risque au départ, on se jette un peu dans l'inconnu et puis parfois, il y a une petite récompense derrière. Donc, je vais commencer par présenter un petit peu mon parcours. J'ai un parcours, je viens de Vincennes, en fait, j'ai fait mon lycée au lycée Victor Berlioz. Et puis après un bac S, je me suis dirigé vers une classe préparatoire ECS au lycée Carnot à Paris. Comment dire, j'ai beaucoup d'affection pour les maths en fait, et c'était ma matière forte. Et en parallèle de mes études, je faisais un petit peu de recherche dans mon coin parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Il faut croire que ça a marché, puisqu'en 2 ans, j'ai réussi à intégrer HEC Paris au programme Grande École. Et en arrivant là-bas, en fait, parce que j'en ai eu l'opportunité, je me suis dit, j'ai envie de compléter mon parcours avec une licence de mathématiques. Et donc, je suis allé à Tolbiac et j'ai fait une licence de mathématiques en un an, parce que c'est possible avec HEC. Ça m'a permis de voir de technique, plus loin ce que le diplôme d'HEC pouvait me permettre de faire. Et du coup, on est en mai 2019. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que, oui, on est en mai 2019 et je suis un petit peu paniqué parce que j'ai l'école 42 depuis longtemps. Donc, au dernier moment, Je ne t'entends plus. et puis, Tu as un problème de micro, Charles. oui. Un problème de micro? Vous ne m'entendez pas depuis le début? Si, mais haché. Ou de connexion Haché. peut-être. Ouais. Faut peut-être que je parle un petit peu plus lentement. Là, c'est mieux, là. Là, c'est mieux. Ah, zut. C'est peut-être la connexion Internet. Hein. Bon, du coup, je vais reprendre. Est-ce que je vais chercher mon téléphone pour faire... Bon, c'est vraiment pas terrible? Là, ça va. Ou ça va? Là, ça va? Bon, très bien. On va croiser les doigts. Et du coup, je me retrouve à la piscine de juin 2019 où je m'inscris à la dernière minute. Et j'étais du coup, je me rends compte que peut-être. Il faut que tu mettes la 4G, Charles. C'est mal. Ouais, je pense qu'on va prendre 5 minutes pour que tu mettes ta 4G. Enfin, Deux solutions. On va Ou bouger alors, de la tu prends la jambe. caméra, tu supprimes la caméra et ça va nous priver de ton visage pendant que tu vas parler. On t'entendra beaucoup mieux. On a déjà l'écran. Alors, excusez-moi, la fibre a ses raisons que la raison ignore. Tu peux arrêter ta vidéo, Charles. Ouais, mais ça ne va rien changer parce que je récupère la vidéo de tout le monde. Alors, point d'accès. Du 6. Et voilà. Tu as besoin d'aide?
Oui, c'est Ouais. bon. C'est bon? Oui. Ah. Donc du coup, vous voulez que je reprenne du début ou, Non, non. Tu peux ou, continuer. On a entendu la majorité, hein. Bon, très bien. Excusez-moi pour cette interruption. Et donc du coup, je fais ma piscine, ça se passe très bien. Et là, j'avais pris une année en fait de césure personnelle pour prendre le temps de faire de la programmation. Sauf qu'en 2020, par le biais de Laurent Brébois, en fait, je rentre en contact avec le startup studio LFA pour son projet FinTech. Et donc, je discute avec Catherine Dimer et puis avec Jean, et on s'entend bien. Et si bien que une association pour 4 ans en tant que CTO. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter la startup ESG Révolution. ESG Révolution, qu'est-ce que c'est? C'est une solution pour déterminer le profil éthique d'un investisseur. Et plutôt que de passer par un questionnaire, finalement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on montre des cartes d'actualité qu'on note et on enregistre la réponse de l'utilisateur pour lui proposer d'autres cartes. Et en fonction de ces réponses, on arrive à le positionner sur une série de critères ESG. ESG, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire environnement, social, gouvernance. Et c'est une manière en fait de catégoriser l'ensemble des enjeux éthiques du monde de demain. Donc notre ambition chez ESG Révolution, c'est d'abord de comprendre l'investisseur. C'est un outil qui remplace un questionnaire éthique classique et ça permet en très peu de temps finalement de renseigner sur le profil éthique d'un investisseur. Parce qu'en fait, avec de la suggestion, on arrive à proposer la carte suivante qui va s'adapter au profil éthique de la personne. On va aussi le confronter à l'actualité. Donc on a un algorithme qu'on est en train de concevoir qui permet de filtrer et d'analyser en temps réel de l'actualité qu'on va ensuite présenter à l'utilisateur. Ça permet aussi de s'adapter au changement. C'est un outil dynamique qui met en valeur les derniers choix. Et en particulier, on pense que le profil éthique, c'est un sujet vivant. Et l'alternative qui existe aujourd'hui, à savoir le questionnaire plus classique, ça ne répond pas aux besoins de par sa nature finie. On ne peut pas dire à un moment, voilà mon profil éthique et c'est terminé. C'est vraiment quelque chose de dynamique et qui se pense dans le temps long. Et finalement, l'ambition principale de ESG Révolution, c'est de proposer des solutions. Parce qu'on pense que la décennie qui s'ouvre, elle va être déterminante pour nos sociétés, que les enjeux de l'ESG seront au premier plan des décisions politiques de demain. Et finalement, investir, c'est un acte politique. Et chaque investisseur, au travers de notre plateforme, aura la possibilité de s'exprimer tout en faisant des investissements qui sont rentables pour lui. Voilà. Et donc, on a 3 missions principales sur le plan plus CTO, c'est-à-dire sur le plan technique. Comment est-ce qu'on arrive à créer un outil comme ça? D'abord, on a le pré-processing. Il va falloir récupérer parmi tous les articles du monde entier qui sont actualisés dans la base GDELT toutes les 15 minutes, les articles qui parlent de ESG. Donc, il y a un travail de filtration. Et ensuite, il va falloir retrouver des paramètres ESG numériques à l'aide de NLP, à l'aide de technologies de compréhension de texte, pour mettre en valeur finalement si l'article parle du sujet ou non, est-ce qu'il en parle en bien ou en mal. Ensuite, on a toute la problématique de scoring, où en fait, on va avoir ce jeu de données qui sera brut et qu'on va labelliser à la main sur un critère. C'est-à-dire, on va lui donner une note, on va dire, bon, bah, cet article, il est plutôt en faveur du sujet, plutôt contre, etc. Et après, on va, à l'aide d'un perceptron, qu'on fait à la main, retrouver finalement les notes qu'on a posées au préalable. Et la troisième étape, c'est celle du suggesting. C'est déterminer quelle carte présenter à l'utilisateur en fonction de ses réponses précédentes pour maximiser la pertinence du profil éthique. C'est-à-dire que, en fonction de vos choix, le profil éthique, les cartes qui sont proposées s'adaptent et on regarde 2 choses. La première chose, on va chercher à consolider les résultats qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si une personne dit oui à un sujet, on va lui montrer d'autres cartes sur ce sujet pour s'assurer qu'elle pense bien être favorable à ce critère. Et la deuxième chose importante, c'est de lui montrer finalement des sujets sur lesquels elle ne s'est pas positionnée pour avoir en très peu de cartes un véritable spectre de son profil éthique. Voilà. Et notre approche, bon, au début, on va se concentrer sur... là, c'est pour les 6 prochains mois, pour la réalisation du MVP. On va d'abord réaliser un POC, critère ESG, pour mettre en valeur, mettre en branle finalement c'est le pré-processing, le scoring et le suggesting. Ensuite, on va chercher à proposer de nouvelles technologies pour améliorer les résultats de la solution mise en œuvre. Et enfin, on va chercher à justifier les résultats obtenus. C'est-à-dire qu'on veut vraiment, au travers d'une méthodologie claire et de données qui sont quantifiables, arriver à dire si un article est ESG ou non et que ça ne se passe pas avec un gros algorithme de machine learning où finalement on a très peu d'explicabilité. Voilà.
Et aujourd'hui, on a un premier résultat. On a une application qui est disponible, et je pourrais vous faire une petite démo si vous voulez après, qui nous permet en fait de swiper sur les cartes autour du critère de la protection des forêts. Et ce que vous voyez en bas de l'écran, c'est la note de l'utilisateur qui s'actualise en fonction des cartes auxquelles il a répondu. Voilà. Et donc, notre timeline sur ESG Révolution, c'est que de avril à octobre 2021, nous serons incubés à Polytechnique dans le cadre du programme XUP. Puis, en juin 2021, on va pouvoir déployer le MVP, qu'on aura passé 6 mois à concevoir. Et on vise un seed en septembre 2021. Voilà. Merci Charles. J'avais juste une question qui nous vient du chat. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est qu'un profil éthique? Alors, il faudrait que je montre ce que c'est qu'un critère ESG d'abord. Pour comprendre le profil éthique, il faut comprendre ce que c'est qu'un critère ESG. Donc, un exemple de critère ESG, ça pourrait être la protection des forêts, ça pourrait être le développement des énergies renouvelables. Et un profil éthique, en fait, nous, on va avoir une trentaine de critères ESG, on va avoir des cartes dessus, et on va avoir un positionnement de la personne par rapport à ce critère. Très favorable, très défavorable. En fait, c'est intermédiaire, c'est continu entre les deux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je peux peut-être donner un exemple pour expliquer ce que c'est que le profil éthique de manière concrète. L'idée de ce modèle, c'est de déterminer très rapidement l'orientation éthique de la personne. C'est-à-dire que notre algorithme derrière va déterminer en fonction de la réaction de cette personne à des événements de l'actualité, si cette réaction positive ou négative implique une sensibilité supérieure sur tel ou tel élément. Et par exemple, les sensibilités du moment, c'est la souffrance animale. Donc ça, on va pouvoir le détecter rapidement. Ou une sensibilité importante aux égalités hommes-femmes. Ça aussi, on va pouvoir le détecter. Donc l'idée est de détecter quand on dit profil éthique, ça veut dire quelles sont les sensibilités prépondérantes chez cet investisseur. Et nous, on va pouvoir déterminer en proportion la prépondérance des sensibilités sur le modèle ESG, puisque le modèle ESG est applicable à la finance. Et il va nous permettre après de proposer des investissements en accord avec le profil éthique de l'investisseur. Et finalement, ESG Révolution facture quoi et à qui? Est-ce que vous pouvez nous expliciter un tout petit peu plus le business model de l'entreprise? Alors, bonne question. Je peux répondre, Charles, avant je te laisse la parole après sur le détail des ambitions. Mais il y a 2 business models pour le moment. Le premier, auprès des banques. C'est-à-dire que ESG Révolution se positionne comme un vendeur ou, comme on dit sur Internet, une marketplace de produits financiers ESG. La banque va avoir un ensemble de produits ESG à vendre, en l'occurrence à lever des fonds auprès du clientèle retail sur ces produits. Nous, on va lui apporter des clients à travers ce modèle. Et la banque, en plus, a un certain nombre d'éléments à respecter en termes de conformité. Et dans ce cadre, la Commission européenne est en train de durcir le ton sur la taxonomie ESG. C'est-à-dire que les banques, dans quelques semaines, seront obligées de proposer certains produits très précis, certains produits ESG précis, aux clients qui auront fait la demande d'investir sur un élément en fonction de leur éthique. Donc, c'est à la fois un besoin de trouver des clients pour des produits existants et un besoin réglementaire. Donc nous, une fois qu'on aura trouvé des clients en fonction d'un profil, on pourra orienter ces clients sur un produit particulier dans une banque. Donc on est apporteur d'affaires pour ces banques. Le deuxième business model que je n'ai pas développé, c'est celui qu'on aura, une fois qu'on aura accumulé une certaine quantité de données et qui nous permettra de faire des analyses sur ces données pour pouvoir proposer des services de conseil aux grandes entreprises
pour améliorer leur orientation ESG, leur stratégie ESG. Donc là, c'est des services de conseil classiques avec des rapports d'analyse sur la data. Merci. Alors, il y a une question pour toi, Charles. Oui. Comment déterminez-vous cette sensibilité en montrant des illustrations? Comment déterminez-vous cette sensibilité en montrant des illustrations? Alors, c'est un petit jeu, c'est-à-dire qu'on va noter la carte par rapport aux critères. Et après, on va dire à la personne, tu as deux possibilités. Soit tu veux que ton argent finance une actualité de ce genre, donc tu veux que ça arrive plus souvent, soit tu veux que ton argent aille à l'encontre d'une actualité de ce genre. C'est un petit peu l'idée. Et ce que vous appelez des illustrations, en fait, c'est des cas pratiques, finalement, de ce qu'on pourrait être amené à faire comme choix dans notre vie. Et on demande à l'utilisateur de se positionner dessus. Et après, on fait l'agrégation de tout ça avec une moyenne pondérée en fonction de la sensibilité de chaque carte. C'est-à-dire, plus la carte est importante, plus elle aura un poids dans la note finale. Et on met en valeur les derniers choix aussi. Voilà. C'est peut-être le moment de montrer le produit. Ouais. Comme ça, on aura une idée de ce que c'est. Alors, tout le monde voit mon écran? Oui. Du coup. Donc là, on a, je vous préviens, on a un jeu de données qui a été pris sur 24 heures. Du coup, il y a certaines actualités qui sont un petit peu redondantes, voilà, qu'on ne soit pas surpris. Donc, trees can help slow climate change, but at a cost. Et du coup, on se positionne par rapport à ça, donc on accepte de payer pour. Et là, on a la note qui part à 100%. Le Brésil connaît un pic depuis 12 ans de déforestation sous le président Bolsonaro. À supposer que moi, ça ne me dérange pas et que j'aime bien cette actualité. Là, le profil éthique s'adapte. Donc ensuite, voilà. Et en fait, à mesure qu'on répond dans une certaine direction, voilà, le problème, c'est que c'est un petit peu tout le temps la même actualité. Désolé. C'est délire. Faut que je relance. Il faudra qu'on retravaille un petit peu notre jeu de données, parce que là, en fait, elles ont tendance à ressortir tout de suite. Mais voilà un petit peu le produit en l'état. Et en fait, l'idée... J'ai une petite question. Oui. C'est parce que tu utilises aujourd'hui des Facebook ou des réseaux sociaux aussi pour déterminer quelle est un peu l'opinion politique, enfin, des personnes. Quelle est les... c'est pas des algorithmes qui existent déjà. Enfin, quelle est l'innovation par rapport à ce que Facebook ou Instagram utilisent aujourd'hui? Alors, c'est sûr qu'ils ont accès à des données. En fait, eux, ils ont peut-être au niveau des réactions, que ce soit le like ou peut-être le angry react pour je n'aime pas. Ils vont avoir accès à des données assez diverses. Nous, on a vraiment pour objectif de le faire au travers d'une actualité qui soit économique, ou en tout cas d'une actualité qui se veut économique et qui se veut aussi axée ESG. Ce qu'on n'a pas sur Facebook, parce que majoritairement, on réagit à l'actualité en général. Donc déjà, on est sur une première niche, et ensuite, on s'adresse à des investisseurs dans le but de comprendre finalement leurs envies d'investissement pour leur proposer des produits qui sont adéquats. C'est évident que ça s'inspire des algorithmes qui peuvent exister déjà, mais tout est à faire quand même pour ce qui est de l'analyse de l'actualité, pour savoir si l'actualité va dans un sens ou non sur une batterie de critères ESG. Si je comprends bien l'utilisation, c'est-à-dire que, par exemple,
des personnes qui luttent contre le changement climatique, ce genre de choses, un banquier pourra pas leur proposer plutôt des actions totales. Enfin, c'est un peu ça l'idée derrière. C'est un peu ça. Ou peut-être D'accord. que si jamais on est pour la transition énergétique, on va vous suggérer une entreprise qui fait de l'hydrogène, parce que vous n'êtes pas forcément au courant que l'hydrogène, c'est quelque chose qui a le vent en poupe. Bon, après, il y a eu un petit rebond, mais en tout cas, on pourra aussi nous être au fait de ces entreprises cotées qui portent finalement la transition, qu'elle soit écologique ou plus généralement la transition alimentaire ou des choses comme ça. On pourra être plus au fait en fait que l'investisseur retail classique et lui proposer des actifs qui seraient totalement en adéquation avec ses valeurs. Donc c'est une création de valeur pour l'utilisateur. En fait. C'est pas juste on récupère vos données, on les vend. C'est vraiment on lui apporte un outil pour arriver à agir dans le sens où il aimerait agir en fonction de son éthique. Voilà. Puis j'ai une petite question. Mediacobi X88. À part l'aspect valeur qui peut être un petit peu subjectif sur l'aspect technique, interaction, la personne qui répond, est-ce que la caméra est fonctionnelle quand il répond ou est-ce que c'est fait d'une manière… On récupère l'information de la caméra pour savoir ce qu'il pense de la carte en fonction. C'est une idée qui avait été suggérée par Jean. Moi, je trouve ça vachement intrusif. Je ne suis pas fan. Je considère que j'aimerais pas utiliser une application qui me filme en permanence et qui regarde la réaction. Parce que les gars, là, ça c'est très tard, alors j'imagine mal comment. Oui, c'est-à-dire que oui, l'investisseur peut très bien faire sous-traiter ça à sa secrétaire, alors le scoring de l'investisseur peut très bien ne pas être le bon scoring peut-être. Oui, alors après, l'idée, c'est quand même de faire un outil qui soit ludique et agréable pour pas qu'il y ait besoin de le sous-traiter à qui que ce soit, qui a envie de l'utiliser lui-même, parce qu'en fait, ça lui donne des informations. Et puis, c'est pas que quelque chose, faut pas le voir comme juste la démo qu'on vous a montré, à savoir le produit en lui-même. Ça s'intégrera dans une interface où finalement, on swipe autant qu'on veut, puis si on a envie de faire 3 cartes, on fait 3 cartes, et puis après, surtout, on va avoir les valeurs qui vont être mises en valeur en fonction de nos choix. C'est juste que si on veut que les suggestions soient de qualité, il faut faire ce travail finalement de questionnaire en amont, voilà, pour en comprendre un peu plus sur le sujet. Juste une petite question. Mais du coup, c'est à quel moment qu'on collecte ces informations-là? Est-ce que c'est un peu comme quand on va voir sa banque pour investir, qu'on fait le test profil investisseur en un scoring par rapport en fait à la version risque? Donc, c'est à ce moment-là où c'est vraiment des données qu'on collecte en masse pour après targeter un type de personne? Alors, est-ce que c'est on est cas en par condition… cas? Peut-être que je suis dans un use case un peu plus… Ouais. Non, c'est très clair comme question. En fait, il y a deux actions possibles. Soit on le fait un petit peu comme le ferait pour un asset manager pour comprendre son client avant de lui vendre un produit auquel il ne peut plus y toucher. Donc oui, ce serait une utilisation au même moment que vous feriez un questionnaire de risque, que vous feriez aussi sur notre plateforme. Vous feriez ce questionnaire éthique pour arriver à proposer des actifs en adéquation avec vos valeurs. Ça, c'est le premier outil. Et le deuxième, qui je pense est un petit peu plus ambitieux et un peu plus intéressant, c'est étant donné que les asset managers en fait, modifient le contenu des portefeuilles un petit peu en permanence pour s'adapter au cours du marché, bah, si jamais s'ils ont le pool d'utilisateurs qui sont sur notre plateforme et qui peuvent voir en fait le changement qu'ils ont par rapport à des sujets d'actualité en temps réel et s'adapter dans leur placement par rapport à ça, on pourrait vraiment avoir un impact positif. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un fonds ESG qui s'adapte à la volonté de l'utilisateur dans le temps au travers de notre outil. Il n'y aurait pas besoin d'appeler tout le monde au téléphone tout le temps. C'est juste les gens utiliseraient leur application de temps en temps pour mettre à jour finalement leurs préférences. Peut-être qu'ils voient un truc au niveau de l'actualité qui les choque. Ils ont envie de s'exprimer au travers de leur application, ils le font. Et l'asset manager voit ça, voit qu'il y a un shift sur un critère, par exemple. Et en fonction de ce shift, il avise sur les investissements qu'il fait.
L'idée, pour renforcer ce que dit Charles, c'est vraiment de créer un modèle qui permette aux investisseurs, et on parle retail et pas forcément des investisseurs institutionnels, mais plutôt ceux qui sont derrière et qui financent ces institutionnels, les retail, les gens comme tout le monde, qui puissent, grâce à cet outil, orienter leurs investissements autrement que par des questions uniques de risque ou de type d'investissement. C'est le KYC habituel dans des asset managers que vous devez connaître. Nous, on rajoute à ce KYC une question éthique. Et de rajouter ça, ça permet d'avoir un impact très important tout en ayant l'avantage de l'investisseur qui est le rendement. Donc, on cherche à avoir le rendement, c'est-à-dire le KYC et le risque doit être le même, mais en ayant cette fois un impact sur, sur des valeurs. Donc, quelqu'un qui aura des valeurs d'égalité ou de protection des animaux pourra investir sur des actifs qui vont aller dans le sens de ces valeurs. Et en tout cas, qui ne vont pas aller à l'encontre de leurs valeurs. Donc, je prends encore l'exemple de la protection des animaux, mais il ne faudra pas que dans leur portefeuille d'actions, il y ait du fleury-michon, par exemple. Ils peuvent pas investir dans des choses qui n'ont rien à voir avec leur ambition. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on peut financer une fondation ou une association, mais de l'autre côté, on ne sait pas forcément où est orienté notre investissement. Donc, l'idée, c'est de repermettre aujourd'hui, avec cet outil simple, de donner ce pouvoir aux investisseurs retail, de donner un ordre d'orientation éthique à leurs banquiers, à leurs investisseurs, à leurs CGP. Voilà l'idée. Voilà, ça donne un profil. Exact. C'est le profil éthique de chaque personne qui doit avoir un impact financier direct. Donc, on utilise la finance sous toutes ses forces, en fait, à travers ce modèle. Donc, on l'accepte comme elle est, mais on en joue de manière positive. On a une question de Michel Dangui. Est-ce que tu veux y répondre? Qui pose la question de comment est venue l'idée et comment c'est arrivé chez LFA. Alors, LFA a des valeurs fortes depuis le tout début. Et donc, ESG Révolution est une des idées qui a été présentée quand on a commencé à créer LFA. Et on a émis une souscription publique d'idées. Donc, on a demandé à un ensemble de personnes de nous donner des idées. On est arrivé avec une 50aine d'idées. Et petit à petit, on a éliminé et choisi les meilleures. Et c'est comme ça que sont arrivés les 3 premiers projets d'LFA. La relation avec LFA, comment elle a évolué? Alors, justement, comme LFA est un startup studio, je vais laisser Charles peut-être rebondir après, mais un startup studio, c'est un fondateur. Donc, la relation, c'est une relation d'associés. Donc, elle évolue dans tous les sens du terme, ce qui est une relation d'associés. Parfois, ça va bien, parfois un peu moins bien. Charles est arrivé récemment, donc ça va encore bien. Oui, et en particulier, en fait, on avait cette idée de déterminer le profil éthique avec les débouchés qu'il pouvait y avoir. Et on avait une pré-solution qui était un questionnaire éthique qui était détourné en fait d'une série de critères ESG définis par un cabinet de conseil. Et finalement, c'était 88 questions assez longues. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, quand on fait le parallèle, quand on fait du matching entre des investisseurs et des entreprises, finalement, ce n'est pas si éloigné que de faire du matching entre des personnes dans la vraie vie. Et à l'origine, si on regarde les sites de rencontres, c'était de longs questionnaires qui étaient très complexes pour trouver l'âme sœur finalement. Et aujourd'hui, on voit que le business model de ces applications-là a évolué vers un modèle beaucoup plus intuitif qui fait ressortir les émotions. C'est ce qu'on a cherché à faire, en fait, plutôt que de commencer avec un questionnaire qui serait très, très complexe et un peu lourd à proposer à nos utilisateurs. On a directement pris le pas là-dessus en proposant un système beaucoup plus ludique et intuitif pour faire accoucher du profil éthique finalement. Parfait. Ben, on souhaite bonne chance à LFA Studio et en particulier à ESG Révolution. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ESG Révolution? Passez-les par le chat. Hein.
Merci aux participants d'avoir été concentrés pendant 1h25. C'est pas facile en visio. Merci à tous. Frédéric, tu veux donner une petite conclusion? Oui, juste un mot de la fin pour remercier à mon tour nos deux intervenants de la soirée. Merci Jean, merci Charles de nous avoir exposé ce concept. Merci à vous. Et les complémentarités qu'il y a entre vous. Merci aussi à nos jusqu'à 52 auditeurs que nous avons pu avoir tout au cours de la soirée, même si l'effectif a un petit peu fluctué, c'est une habitude. Et à tous, nous donnons rendez-vous avec grand plaisir à notre prochaine réunion générale, XMP Entrepreneur. Elle aura lieu de mémoire le 22 mars. Elle sera placée sous l'égide du Club des développeurs. Et elle aura pour thème essentiel le web marketing et d'autres outils dans la trousse à outils de l'entrepreneur. Voilà, donc on sera ravis de vous retrouver sous ces couleurs-là et bien évidemment, most welcome, nous vous attendons tous. Un grand merci et à une prochaine fois. La séance est levée pour ce soir. Merci à tous. Bonne soirée. Merci Jean, merci Charles. Au revoir, merci Didier, merci Frédéric. À très bientôt. Merci. Salut Charles, salut à tous. Oui.